Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans The Extra Time. Nous sommes à la veille de la finale de l'Euro, alors il y a de quoi être bonne humeur. Et je suis toujours avec Paul-Antoine et Mathieu. Salut les gars. Les gars. Moi, ça me fait un grand plaisir d'être là. Finale de l'Euro, un beau match. Bah ouais, mais bon, en même temps, il est toujours content d'être là, donc bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Bon les gars, à la veille d'une finale de l'Euro, quand même, passionnés de foot qu'on est, et ceux qui nous écoutent, qui sont passionnés de foot aussi, on sent l'excitation quand même. Oui, évidemment. Ouais. Déjà les deux équipes qui ont atteint la finale sont des équipes qui se valent. C'est pas une finale de 2018 où on s'attendait tous à ce que l'équipe de France remporte. Donc on peut pas vraiment être sûr du résultat et on s'attend à un beau match, quoi. Exactement. Maintenant, ouais, c'est ça. Et en plus de ça, même si moi je suis pas fan d'une des deux équipes, j'ai quand même mon avis sur une de ces équipes. Bon, on l'expliquera plus tard, mais ça va être un beau match et il y a beaucoup d'animosité ici, puisque Thomas est supporter de l'équipe italienne et Mathieu est supporter de l'équipe anglaise. Donc bon. C'est vrai que là, on a effectivement, c'est peut-être de la chance parce que on va pouvoir s'affronter sur le terrain entre Italiens et Anglais. Ça va être extrêmement intéressant, les gars. Si l'Italie et l'Angleterre, sont en finale, c'est parce qu'ils ont tous les deux battu l'Espagne et le Danemark en demi-finale. Donc, je vous propose qu'on revienne sur les deux demi-finales, à commencer par Italie-Espagne, par ordre chronologique. Qui veut commencer sur l'analyse de ce match de l'Euro? Moi, je te laisse commencer, Thomas, c'est ton match. Ok, écoute, Italie... Je rajouterai ce qu'il y a à dire, mais... Ouais, Italie-Espagne, on s'attendait à une opposition de style quand même entre les deux équipes, parce que on avait vu cette équipe italienne depuis le début de l'Euro, assez impressionnante, généreuse dans l'effort, qui propose un jeu quand même alléchant, que les gens avaient vraiment envie de regarder, qui avait éliminé en quart de finale la Belgique, donc quand même une grosse nation, même si on l'avait dit dans le dernier podcast, la Belgique est en déclin, il fallait quand même les sortir. Donc voilà, ces Italiens contre des Espagnols qui, voilà, encore une fois, on l'avait dit dans le dernier podcast, brinque-ballant un peu, ils sont arrivés à l'Euro pour préparer la Coupe du Monde, mais finalement ils se sont retrouvés en demi-finale. Ils ont su se dégager le tableau, ils sont arrivés. Alors vraiment deux équipes qui jouent pas de la même façon. L'Italie beaucoup plus directe avec un pressing plus intense, des courses vers l'avant, beaucoup de frappes. L'Espagne c'est beaucoup de possession. Beaucoup d'occasions aussi et beaucoup de mal à convertir les occasions. Je trouve qu'on a eu une opposition de style qui a été super intéressante et on n'a vraiment pas été déçu par le match, ça il faut le dire. On a eu une équipe d'Espagnols qui a fait son meilleur match de l'Euro, ça c'est sûr. Je dirais pas pareil de l'équipe d'Italie, c'était pas le meilleur match de l'Italie, mais c'était le match où il fallait gagner. Ils font quand même, je trouve, une performance qu'il faut saluer, les Espagnols, parce qu'ils sont sortis, donc on ne parle plus de l'Espagne, mais ils ont fait un très bon Euro, moi je trouve, parce que ils étaient pas du tout programmés pour aller aussi loin et ils ont tenu tête à une équipe italienne pour moi qui était supérieure à l'Espagne et ça s'est prouvé. Maintenant, cette équipe espagnole qui emmène l'Italie aux prolongations et même au tir au but, c'est quelque chose, c'est une belle performance. J'ai été assez surpris de voir l'Espagne beaucoup plus en groupe, jouer en bloc. Je sais pas si vous avez trouvé ça aussi. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de liens entre les joueurs. Les matchs d'avant, on sentait un peu l'Espagne qui tournait la balle, essayait de marquer. Là, on avait vraiment l'impression que l'Espagne jouait en groupe et qu'ils allaient essayer de créer un exploit. Ça a presque marché, mais l'Italie a, il faut le dire, été aussi solide. Ils ont ouvert le score, donc aussi ça a douché un peu les espoirs de l'Espagne. Morata qui vient poignarder dans le dos ses coéquipiers de la Juve et en marquant cette égalisation. Et ensuite cette séance de tir au but où c'est les deux héros de la soirée espagnole, Dani Olmo et Morata, comme un symbole qui rate leur penalty. Dani Olmo qui le rate, Morata il est arrêté par Donnarumma. Et l'Italie est en finale. Je trouve que somme toute c'est mérité pour l'Italie, mais il faut saluer la performance de l'Espagne sur ce match. C'est vrai, moi si je peux rajouter quelque chose, c'est sur la performance espagnole, c'est déjà le changement de composition adopté par Luis Enrique. Alors il est resté sur un 4-3-3 habituel, mais cette fois il a choisi de placer Dani Olmo en faux numéro 9. Alors, je trouve super intéressant, mais qui permettait du coup à cette équipe espagnole de se dégager du pressing intense de l'équipe italienne avec de nombreux décrochages dans le dos en retournement face aux Italiens.
Et c'était super intéressant parce que Dani Olmo, il a fait un match incroyable et la liaison qu'il a eue avec Pedri et même avec Alvaro Morata plus tard dans la soirée, bah, permet à l'équipe espagnole de rattraper son retard au score. Et même au-delà de ça, enfin, il y a certaines performances, Busquets qui reste quand même à un niveau incroyable malgré son âge et malgré les critiques qu'on lui apportait sur les dernières saisons au FC Barcelone, en équipe espagnole, etc. Enfin, moi, je trouve que c'était un bon match de sa part. Pareil pour Ferran Torres, bon, un manque de réussite dans l'ensemble devant les buts pour la ligne d'attaque espagnole, mais honnêtement, la possession, enfin, je trouve qu'on a beaucoup critiqué la possession stérile de l'Espagne, mais on voit pas derrière cette possession stérile, c'est le nombre de création d'occasions. Enfin, c'est la création d'occasions est quand même importante. Souvent, t'as à peu près plus de 10 tirs cadrés pour l'Espagne, donc malgré le fait que t'es pas un mec qui finisse les occasions, t'as quand même enfin, la base. Et pour 2022, je pense que vraiment là, moi je me dis, putain, j'ai peur de cette équipe espagnole parce qu'il manque vraiment rien. Enfin, à part un finisseur devant les cages, il manque rien. Genre vraiment, l'équipe elle est quasiment parfaite. Enfin, il faudra peut-être améliorer un peu cette charnière centrale, le fait de se poser sur ses acquis, mais honnêtement, cette équipe espagnole, si j'ai pu retenir quelque chose, c'est qu'elle est très dangereuse. Non, bah, honnêtement, là, Mathieu? franchement, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que, il n'y a pas eu une grosse domination d'une équipe en particulier. C'était deux équipes de toute façon. Si l'Espagne avait remporté la séance de tir au but, on aurait aussi dit qu'ils méritaient leur place en finale. Donc, c'est l'Italie qui est passée. J'ai été content que Jorginho marque le penalty décisif, vous le savez, en tant que supporter de Chelsea. Et puis bah voilà. Après, moi, je vais pas vous mentir, je suis plus content d'affronter l'Italie en finale que l'Espagne. Je pense que le match sera bien plus intéressant à regarder. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, tu me dis qu'il n'y a pas de domination de l'une des deux équipes, mais enfin, le milieu de terrain italien, il s'est quand même fait bouffer dans ce match. Hein. Enfin, il y a pas, honnêtement, j'ai pas, enfin, sur certains pressings, enfin, italiens, etc. On a vu les milieux de terrain italiens, mais enfin, Nicolo Barella, enfin, Marco Verratti, ils ont fait quasiment pas leur pire match de l'Euro, mais on n'était pas loin quand même parce que la possession espagnole, elle a vraiment. Enfin, moi, honnêtement, sur une prédiction avant le match, je m'étais dit, putain, mais je pense que le milieu de terrain italien, il va tout casser. Il va casser la possession espagnole et du coup, on va se retrouver avec du 50-50. Ça va être un jeu rapide, un jeu avec beaucoup d'occasions, etc. Mais l'Espagne, elle a quand même pris 70% de la possession et elle l'a gardé pour elle, la création d'occasions donc, énorme. Enfin, je pense que il y avait quand même une grosse domination espagnole et ça s'est ressenti sur bon, les prolongations, certes, mais la fin du match aussi, grosse domination espagnole. Ouais, et puis aussi il faut voir quand même que l'Italie, là avant la finale, c'est leur troisième prolongation donc dans cet Euro. C'est forcément le côté physique des Italiens qui a pas mal pêché là. On l'a Ouais, c'est vu vrai, pendant le hein. match. Les Espagnols étaient au-dessus physiquement, ça s'est vu. Les Italiens un peu émoussés. Heureusement qu'il y a eu des changements. Moi, je pense à celui de Toloi pour Emerson qui a fait du bien. Non pas qu'Emerson ait été mauvais, le latéral gauche de Chelsea qui a remplacé Spinazzola, mais il fallait changer, il fallait amener un peu de fraîcheur. C'était difficile. Les Italiens, franchement, physiquement, je pense qu'ils étaient contents que le match se finisse à la fin des prolongations, même s'ils auraient aimé marquer avant. Mais voilà, je me suis dit, ils sont émoussés. Attention, parce que pour tirer les tirs au but, c'est toujours une épreuve mentale et physique extrêmement exigeante. Et donc, il fallait pas se rater. Et ils ont réussi à passer outre ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui anime aussi cette équipe. Il y a la force du groupe, la rage de vaincre qui est présente et ça s'est vu pendant les pénaux. Regardez juste cette petite scène entre Chiellini et Jordi Alba. On a vu la Ah, j'allais en décontraction parler. de Oui. Chiellini. Ah, vraiment, mais Et totalement. il a presque, voilà, il a pas ridiculisé Jordi Alba, mais il était ridicule dans le sérieux. Jordi Alba et les Espagnols ont été un peu dépassés par la générosité des Italiens. Ah, il a pris le dessus psychologiquement sur Jordi Alba, c'est clair, qui essayait de entre guillemets tricher sur le lancer de la pièce pour déterminer de quel côté du terrain les pénaltys allaient se dérouler. Et puis c'était une scène assez marrante, même si Jordi Alba ne semblait pas très ravi de la situation, ça se voyait avec son expression. Bon.
Du coup, les Italiens, wow. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, bah si Non, c'était non, qu'on a, non, on a non, vu j'ai tout une dit. belle demi-finale et que oui, les Italiens se qualifient et je dois dire franchement que c'était encore une fois une belle confrontation à saluer l'esprit sportif aussi des Espagnols et de Luis Enrique qui a félicité l'équipe d'Italie, qui a dit que voilà c'était une belle équipe, que l'Espagne avait tout donné mais que l'Italie avait été supérieure et que par sportivité, encore une fois, et par admiration de la tactique mise en place depuis le début de l'Euro et par le jeu développé par l'équipe de Mancini, Luis Enrique soutiendra l'Italie en finale. Donc, beau message. On va donc passer à la deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale, donc Angleterre face au Danemark. Un match que Thomas n'a pas trop apprécié. Il a même dit que la deuxième mi-temps était les pires 45 minutes de cet Euro. Je ne sais pas si je suis d'accord à 100%. Donc, Angleterre-Danemark. Si le Danemark était passé, évidemment, ça aurait été une belle histoire avec le drame de la première journée, Christian Eriksen, mais malheureusement pour eux et heureusement pour les Anglais, c'est les Anglais qui vont donc jouer face à leur public ce dimanche. Euh, Est-ce que je commence à parler de ce match ou est-ce que quelqu'un Vas-y, On vas-y. te laisse parler, on te laisse parler. Alors, dans les premières minutes, il y avait pas une domination particulière d'une des deux équipes, mais c'est surtout après le premier but du Danemark que l'Angleterre a commencé à prendre le dessus au niveau de la possession, au niveau des tirs cadrés, etc. Parlons-en de ce premier but, le coup franc de Mikkel Damsgaard, qui a été absolument exceptionnel, un des meilleurs buts de l'Euro Totalement. jusqu'à présent. Magnifique. On a beaucoup Euh, débattu après avec Paul-Antoine sur le placement de Pickford. Est-ce que c'est une erreur quand même de placement C'est du vrai, gardien? c'est On vrai. avait tous les deux conclu sur la ouais, même chose, hein. Je pense qu'effectivement Pickford n'est pas bien C'est de placé. son mieux. Maintenant, Il fait de son mieux il quand fait de même. son la mieux, il frappe plonge était, bien. La frappe est magnifique, mais c'est vrai que j'ai encore ouais. regardé le coup franc là avant le podcast. Il est quand même plein axe ce coup franc, donc je trouve que Oui, oui, le oui, oui, positionnement Ouais, oui, de c'est ce c'est que je Pickford est, extraordinaire. disais. Et du ouais. coup, c'est assez étrange de voir que Pickford ne peut pas l'arrêter, même si bon, il fait de son mieux. Le coup franc est quand même plein axe. Enfin, il y a quand même, il y a Mais quand même après c'est vrai moyen. qu'il Enfin, arrive vite et que je pense qu'il voit pas vraiment le ouais, non, départ mais du ballon, totalement en donc pleine force. ouais. Non, mais pleine force, pleine force. Je pense pas qu'il s'attendait à À ce à qu'il une soit frappe d'une cadré, telle ouais. puissance. Ouais, ouais, non. Non, mais, non, je pense qu'il s'attendait pas à une frappe d'une telle puissance et du Non, coup, non, bah, totalement. Mais du voilà. coup, si on revient sur ce but, c'est le premier but encaissé par l'équipe Par d'Angleterre sur ce l'Angleterre, ouais, tournoi. donc les Anglais qui ont encaissé un but jusqu'à présent dans cet Euro et le premier but sur coup franc de tout l'Euro 2020 Et c'est vrai, également. c'est vrai. Donc du coup, pendant cette première mi-temps, les deux équipes, franchement, se valaient en termes de possession, en termes de tir. Il y en avait environ 4 de chaque côté. Mais durant la deuxième mi-temps, il y avait une claire domination des Anglais euh, qui, justement, grâce à ce but contre son camp de Simon Kjær en première mi-temps, psychologiquement, ils ont été forts durant la seconde mi-temps. Et je pense que sans ce but, les Anglais se seraient effondrés en deuxième mi-temps, tout comme en 2018 face à la Croatie, où ils se sont laissés totalement dépasser par les événements. Donc ce but marqué contre son camp par Simon Kjær, il a été créé par Bukayo Saka. Sterling qui court dans la surface de réparation pour atteindre le ballon, et évidemment, bah, c'est le défenseur danois qui la met au fond. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur ce but, hein. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dessus. Non, non, Euh, non. Non, mais c'est un but. non? Moi, je trouve que les Anglais, si tu veux, quand il y a eu l'ouverture du score du Danemark, je me suis dit c'est qui tout double. Soit on est parti pour l'exploit, le Danemark va remettre la pression et tout, et les Anglais à domicile, ils vont paniquer, ils vont reculer et tout. Ouais. Soit ils réagissaient tout de suite. Or, ils ont réagi tout de suite. Il faut leur donner ça. Ils se sont pas laissés marcher dessus. Et ça, j'aime beaucoup la réaction des équipes qui encaissent un but et qui font comme si rien ne s'était passé. Enfin, ils font pas comme si rien ne s'était passé en mode ils continuent à jouer et tout, mais ils ont fait comme si. Ok, on a pris un but, bah c'est pas grave, on continue à jouer. Et ça, c'est une mentalité qui est vraiment intéressante. Je sais que la Juve et sous Allegri, ils jouaient comme ça, ils prenaient un but, ils continuent à jouer. Et ça, moi, j'aime bien. Et l'Angleterre qui revient 10 minutes après avoir encaissé le premier but, c'est aussi pour ça qu'ils sont qualifiés. C'est que si si tu penses que t'as le temps pour marquer, c'est une erreur. Marquer avant la mi-temps Ouais, quand c'est tu clair. encaisses, c'est important. Bon, alors quand on voyait
la domination des Anglais durant la seconde mi-temps, on s'attendait totalement à un but, mais je dois dire que l'homme du match de la deuxième demi-finale, c'était clairement Kasper Schmeichel, qui a sauvé, bon, entre guillemets, le Danemark à de nombreuses reprises. L'Angleterre aurait très bien pu en finir au bout de 90 minutes si ce n'est pour Kasper Schmeichel qui nous a sorti des arrêts exceptionnels. Donc une grosse domination des Anglais en seconde mi-temps, mais malheureusement ils n'arrivent pas à marquer, donc ça va en prolongation. La première prolongation pour les Anglais dans cet Euro. Je pense qu'il est temps de parler du penalty assez controversé. Y avait-il penalty? Y avait-il faute sur Sterling? Oui ou non? Moi, je suis mitigé parce qu'en fait, j'ai bien regardé l'action. En fait, s'il n'avait pas plongé avant, il y aurait eu faute. Ok, on est bien d'accord. Mais en même temps, il y a aussi un contact au niveau de la hanche et sur Sterling. Donc oui, il y a encore faute. Mais au-delà de ça, au-delà du penalty, il y a un deuxième ballon sur le terrain, ce qui Oui, mais normalement est censé être sifflé. Non, mais ce qui est normalement censé être Alors, sifflé, évolution de la oui, règle, évolution de la règle, point la règle. règle, oui, ouais, la règle stipule qu'on n'a pas besoin d'arrêter le jeu Voilà. si le jeu si n'est ça pas ne gêne pas perturbé. le défenseur. Mais, normalement, enfin, sur les derniers matchs, là où il y a eu à chaque fois un deuxième ballon, même si le ballon il est à l'autre bout du terrain, à chaque fois c'est putain de sifflé. Donc, j'ai un mini coup de gueule parce que normalement, enfin là, ça n'a pas été sifflé et sur les autres matchs, ils le sifflent à chaque fois. Et était en plein milieu d'une grosse occasion. Ouais, c'est en plein milieu d'une grosse Aussi. occasion, donc bizarre un peu, enfin, c'est litigieux, c'est mal fait, enfin, c'est. Alors, de toute Pas façon, réglo. moi, sur cette action, je vais vous dire, c'est l'essence de ce genre d'action d'être litigieux. Donc, de toute façon, dire que c'est litigieux, bon, bah, c'est un Ah, peu naze. Mais, oui, non, mais la vérité, c'est que, regarde, moi, honnêtement, maintenant, je réfléchis comme ça sur les fautes, sur les pénaltys. Je dis plus, ouais, il y avait faute, ouais, il y avait pas faute. Je dis juste, on est trois autour de ce podcast. Si on avait tous les trois été arbitres pendant Angleterre-Danemark, on aurait tous les trois peut-être pris une décision différente. Moi, Oui. je n'aurais pas sifflé. Je pense. Moi, Et peut-être que j'aurais Mathieu, sifflé parce que- il aurait sifflé. Peut-être Moi, que Paul-Antoine, il aurait Je vais vous sifflé. dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Je siffle, mais après vérification de la VAR, il n'y a pas penalty pour moi. Ouais, c'est ça, j'aurais vérifié avec la VAR pour être sûr et j'aurais Il y a clairement pas vu penalty. et Enfin, y a pas pour moi, il n'y a pas penalty, mais Oui, mais le problème, c'est que la VAR est censé revenir sur les erreurs manifestes des arbitres. Or, effectivement, je pense que ça ne se siffle pas, mais je pense que ça se siffle aussi. Il faut dire que Sterling, ça fait au moins la 5e, 6e, 8e fois qu'il arrive dans la surface et qu'il met en difficulté les défenseurs. Il les fatigue. Il arrive, il vient. Son rôle à Sterling, c'est pas de simuler, c'est de provoquer. Et là, ce qu'il a fait, c'était pas vraiment de la simulation, parce que Sterling, on sait que parfois il plonge un peu, mais c'est pas le plus gros des simulateurs. Pour moi, il a provoqué, et c'est son rôle d'attaquant de venir provoquer, et c'est la faute du défenseur de ne pas l'avoir arrêté avant la surface. À partir du moment où le défenseur prend le risque, il prend le risque parce que, encore une fois, l'arbitre, c'est un arbitre, c'est pas un juge, c'est un arbitre, donc il apprécie la situation, il dit Sterling était passé, il y a petit contact, moi je siffle. Voilà, donc de toute façon, la VAR ne peut pas intervenir. Ce n'est pas une faute manifeste de l'arbitre. Après, il y avait quand même un contact sur Sterling au niveau de sa hanche. Enfin, il y avait quand même un certain blocage Oui, c'est ce que je te dis, il y a de la part contact. de Vestergaard. Donc Ouais, il y a contact. la VAR ne Donc, peut contact. pas intervenir. C'est vrai. Mais honnêtement, j'aurais voulu, enfin, même s'ils avaient été arbitres, j'aurais préféré quand même revoir l'action, même si c'est pas possible. Oui. Revoir l'action pour être sûr et voir si j'aurais vraiment sifflé le penalty parce que, enfin, c'est quand même assez, enfin, toute l'occasion, elle est quand même perturbée, que ce soit par le deuxième ballon ou par la provocation de Sterling. Enfin, c'est quand même, enfin, une scène comme ça dans un match de foot, dans une demi-finale, quand même, c'est quand même assez étrange, hein. C'est incroyable. Enfin, C'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'en tout cas, ça se discute, et que c'est pas clair, mais c'est l'essence de ce genre d'action, c'est que c'est litigieux, c'est pas clair, etc. Mais ça, c'est une certitude. donc de toute façon, si le penalty n'avait pas été sifflé, il y aurait eu un petit coup de gueule des Anglais aussi. Dans tous les cas, il y aurait eu une petite polémique. Donc le penalty a été donné et maintenant on va parler encore d'un autre moment qui fait parler, c'est le laser d'un supporter anglais qui aurait envoyé un laser dans les yeux de Kasper Schmeichel au moment du penalty de Harry Kane. C'est absolument pas. T'en as pas entendu parler? J'en ai pas entendu parler. Ah, j'en ai entendu parler parce que l'UEFA a lancé une enquête contre une enquête, ouais. Ah ouais? Lorsque tu Enfin, regardes bien l'action,
J'ai vu tu qu'il y avait vois truc un sur laser sur vert un sur le supporter. visage de Kasper Schmeichel. J'ai vu qu'il y avait quelque chose sur un supporter, mais j'ai pas vu que c'était un laser dans Moi, le je comprends visage pas de Kasper comment Schmeichel, quoi. comment en 2021 on fait encore entrer les gens dans les stades avec ces objets. Moi, je comprends C'est pas. totalement inadmissible comme comportement. De toute Ouais, ouais, façon, mais totalement, c'est totalement. pas normal. Mais après, bon, on dit que ça l'a gêné, mais il a fini par arrêter le Ouais, penalty. Oui, il a quand même mais arrêté même, le c'est penalty, hein. inacceptable, Après, c'est on dit inacceptable que et c'est ils à doivent être cause de ça sanctionnés. qu'il... Oui, oui, ils doivent totalement être sanctionnés, mais on, on, on dit ensuite que c'est à cause de ça qu'il n'a pas su retenir le ballon lorsqu'il l'a arrêté. Ouais, Est-ce c'est quand que même c'est non, vraiment... bah je sais pas, honnêtement j'ai pas d'avis là-dessus, mais je me dis quand même que Kasper Schmeichel il a quand même un gros talent parce que c'est quand même le Gilbert Montagnier des gardiens de but. Enfin, non mais il est clairement bon, s'il dit qu'il est aveuglé par le laser, le mec il est clairement aveugle, il arrête le ballon, il est trop Non, c'est fort. pas lui qui le dit, c'est les supporters danois qui disent qu'il a été aveuglé, nanana, mais au final, il arrête le penalty. Bah, Bah, honnêtement, moi moi, je préférais que ce soit lui qui s'exprime dessus et qu'on ait un avis non, clair là-dessus mais parce que parler du les laser, supporters ils peuvent que... on va pas parler du penalty et du laser. Il faut détacher les deux choses. On dit pas, il y avait un laser, mais il a arrêté le penalty. Il y avait juste un laser. Il faut voir qui, Non mais il faut d'où sanctionner, ça faut le venait et sanctionner. Oui, sanctionner. mais Voilà, c'est tout. Non, mais ne ça, on parlons est pas tous de d'accord trucs. là-dessus. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Oui, Oui il a mais pas pu capter la balle. Bon, ok. On peut non, mais raconter. qu'il ait Si pas on pu raconte capter tout ce la que balle, disent ça les n'a aucun supporters. rapport avec, enfin, ça n'a aucun rapport avec le laser. Mais le fait qu'il arrête, enfin, si le Kasper Schmeichel est gêné par le laser et qu'il arrête quand même le ballon, c'est quand même incroyable. Oui, c'est Pour le sûr. coup, c'est quand même Après, je incroyable. trouve que Schmeichel, comme tu l'as dit, Mathieu, c'est l'homme du match très clairement. Euh, Après, ouais, ouais, je c'est trouve ça dommage totalement. parce que on voit que sur le penalty, il essaye de capter le ballon. C'est peut-être un peu Un présomptueux. rebondit dans ses C'est peut-être yeux, un peu ouais. présomptueux d'essayer de capter un penalty, surtout d'Harry Kane. Le dégager sur le côté, ça aurait été aussi bien. Je crois vraiment qu'il essaye de le capter. C'est pour ça qu'il la relâche. Et de toute façon, en 2016, 2018, on parlait de la chatte à Dédé. Bah là, c'est la chatte à Southgate, hein, de toute façon. Donc ça revient sur Kane, c'est but. Voilà, on Et s'attendait pour le pas coup, à ça autre chose revient qu'un but sur vraiment dans les penalty de yeux l'Angleterre. de Kyle. Non, mais après, moi, si je dois revenir un peu sur la rencontre, parce que Mathieu, t'as quand même parlé assez longtemps sur ça, moi, Oui, oui, vas-y. alors, c'est les deux milieux en pivot de l'équipe d'Angleterre que j'ai trouvé, bah, assez mauvais. Declan Rice et Calvin Phillips qui m'ont déçu sur cette Ah rencontre. bon? Ouais, parce que alors, sur la première mi-temps, Declan Rice, qui était, enfin, sur son jeu de positionnement, mais, enfin, vraiment pas à son niveau. Enfin, je Ça, je m'attendais suis pas à ça de totalement la part d'accord de avec toi. de la part de Declan Rice, c'était pas bon. Il y avait il y avait certaines passes qui m'ont perturbé. C'est-à-dire que Declan Rice, il est censé, bah, poser le jeu. Mais le problème, c'est que lui, au lieu de poser le jeu, il déconstruisait le jeu. Alors, il refaisait une passe vers les défenseurs. C'était, enfin, en fait, c'est de base le problème intrinsèque de l'équipe d'Angleterre sur cet Euro. Enfin, c'est la construction du jeu, etc. Mais alors là, tu vois, face à une équipe danoise, refaire des passes sur les latéraux quand t'es Declan Rice ou vers les centraux, tu vois, c'est pénible, c'est super pénible et c'était mauvais. Et en plus de ça, sur les contre-attaques danoises, Declan Rice et Calvin Phillips étaient totalement mal placés. Et sur une action, alors je crois que c'était de Kasper Dolberg. Mais Declan Rice, il est complètement à l'ouest. À la première intention, il va pas chercher le ballon. Et ensuite, sur son jeu de positionnement, il marque aucun autre attaquant danois. Et je sais pas ce qu'il fait, il court après le ballon, mais il rattrape pas le défenseur. Enfin, il est à moitié en train de courir après le. Enfin, il y va. Enfin, c'est une demi-mesure ce qu'il fait. C'est assez bizarre et j'ai vraiment pas apprécié le rôle de ces deux milieux en pivot de Southgate. Et écoute, moi après, sinon, c'est le choix tactique de faire rentrer Jack Grealish pour le faire sortir après. Je pense que là, vraiment, on n'a jamais vu un entraîneur autant se pisser dessus que là. Honnêtement, ah non, mais qu'on soit bien d'accord, parce que tu fais rentrer Jack Grealish, tu le fais vraiment rentrer, tu le laisses pas 30 minutes sur le terrain. C'est totalement, enfin, vraiment, se pisser dessus et reculer en arrière dans ses choix tactiques, c'est n'importe Ouais, quoi. je suis Ça, d'accord, vraiment, je suis d'accord avec toi, mais je sais même pas comment est-ce que après le match il peut l'expliquer à Grealish quand tu fais rentrer un joueur qui, non mais à la limite, ouais, tu vois, c'est arrivé des fois qu'un joueur entre et sorte parce qu'il est pas dans le match, parce qu'il est pas dans le rythme des autres, parce qu'il est nul. Grealish il est rentré, il a tenté des trucs, il était dans le c'était pas mouvement, mauvais, c'était il vraiment était pas comme mauvais. les autres et le faire sortir, il va falloir se justifier. C'est un scandale déjà que bon, alors à la limite si Southgate vous avez
montré depuis le début de l'Euro que c'était un bon entraîneur et qu'il savait vraiment faire des plans tactiques, bon, il aurait peut-être pu justifier ça. Mais quand tu fais un peu n'importe quoi avec tes joueurs, que tu les places un peu au petit bonheur la chance et que tu viens sortir un joueur alors que tu l'as fait rentrer il y a 10 minutes, honnêtement, moi je suis Grealish, je demande des explications. Il y a de quoi être énervé. Et Bien sûr, c'est mais pas comme s'il avait fait rentrer Jadon Sancho à la place, il a fait rentrer Kieran Trippier pour revenir à une défense. ouais, mais bien sûr, mais à ce moment-là, si t'es Gareth Southgate, tu fais directement rentrer Kieran Trippier. Tu fais pas rentrer Jack Grealish pour le faire sortir. Ou à ce moment-là, tu fais Mais sortir. c'était après le but, Mais bien sûr, mais il voulait maintenir une défense à 4, il voulait rester en 4-2-3-1 de façon à pouvoir être assez offensif à la fin de marquer le but. Une fois qu'ils ont eu le but, il est repassé dans une défense à 5 en faisant sortir Jack Grealish et en faisant rentrer Kieran Trippier. Après, mais si du tu coup, penses c'est qu'il que, aurait dû enfin, faire sortir Sterling à la place, je sais pas, mais Ouais. bon. et non, mais c'est se pisser dessus. Enfin, je suis désolé, enfin, pour l'expression, mais c'est renier ses choix tactiques. Enfin, c'est, c'est bizarre, c'est pas cohérent. Enfin, tu vois, moi, j'attends un peu de cohérence de la part de Southgate et je critique ce choix parce que, honnêtement, tu vois, il aurait pu vraiment faire évoluer la compo sous un autre angle. Comment il s'appelle? Calvin Phillips, il peut totalement jouer d'essai. Enfin, tu vois, il y a certaines choses à faire et moi, tu vois, ça me dérange. Enfin, honnêtement, enfin, bon, Le on coup de va pas gueule de revenir Paul trop Antoine sur longtemps là-dessus, Southgate, c'est mais sûr. Moi, j'ai quand ouais, même non, parlé mais un bien peu du sûr, non, match. mais ouais, moi, enfin, ouais, vas-y, mais honnêtement, moi, j'avais que ça à dire et je pense que honnêtement, la rencontre n'est pas mauvaise, si je dois conclure, la rencontre n'est pas mauvaise, mais il y a certains choix tactiques qui sont assez douteux. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Moi, je trouve on a vu une belle première mi-temps. Moi, j'avais peur avant le match. C'est ce que j'avais dit, d'être un peu déçu par le Danemark, comme j'ai été déçu par l'Ukraine, c'est-à-dire des équipes qui avaient un peu tout donné et qui ensuite arrivaient sur le terrain un peu rincées et qui se faisaient bouger facilement par une équipe anglaise organisée et au-dessus sur le plan physique et technique. Ça n'a pas été le cas. Le Danemark vraiment a tenu tête à l'Angleterre sur les 45 premières minutes. Après, pareil, ils étaient soit émoussés, soit ils attendaient les pénaux. Mais enfin, dès le début de la deuxième mi-temps, on a vu qu'il y avait quasiment plus qu'une équipe sur le terrain. Le Danemark a pas du tout été dangereux, donc en ça, c'est un petit peu décevant quand même, je trouve, parce je dis pas qu'il y avait la place de marquer, je dis qu'au moins il y avait la place de faire des contres intelligents, d'essayer de presser un peu. Encore une fois, le penalty de Sterling, même si moi je ne l'aurais pas sifflé, il y a une certaine forme de logique en prolongation. À force de rentrer dans la surface, à force de provoquer, c'est comme l'Espagne, hein, quand tu tires 50 fois, au bout d'un moment tu marques. Bah, l'Angleterre c'est pareil, quand tu provoques 20 fois dans la surface, au bout d'un moment t'as un péno. Voilà, c'est normal. Moi je trouve que on a vu une équipe anglaise assez organisée malgré tout, mais voilà, toujours les plans tactiques de Southgate, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'il attend de chaque joueur et ce qu'il veut faire. Je trouve qu'Harry Kane a fait un match exceptionnel parce que bon, même si le péno est limite, il y va derrière, il le marque, mais le nombre de fautes qu'il obtient quand il se met un peu en opposition, quand il met son corps en opposition, quand il joue le physique, quand il obtient des fautes extrêmement importantes en fin de match, soit pour gagner un peu de temps, soit pour se rapprocher des buts danois. Moi, je trouve que ce joueur, il est vraiment exceptionnel et heureusement que l'équipe d'Angleterre a Harry Kane. Sterling, le leader technique de l'équipe, hein, parce que finalement c'est de lui d'où vient le danger à chaque fois. Sterling a été hyper intéressant. Voilà, la défense est toujours aussi solide. En tout cas, ils n'ont pas été gênés. Et ça nous mène vraiment vers une finale extrêmement intéressante. J'ai vraiment hâte de voir le match. Angleterre-Italie, ça va être une belle confrontation. Tu vois, Mathieu, c'est pas quand on parle de l'Angleterre, c'est pas du tout qu'on la critique, c'est pas parce qu'on déteste l'équipe ou qu'on a quelque chose contre elle, c'est qu'on sait que c'est des bons joueurs, c'est une bonne équipe et voilà. Et là, ils sont en finale, on peut rien dire de plus. Contre le Danemark, ils ont fait un bon match, ils sont qualifiés et voilà. Ok, non, mais Alors là, si je peux rajouter quelque chose sur la rencontre, ça vient de me revenir, mais comme tu l'as dit, le Danemark s'est endormi sur la deuxième période, mais alors, enfin, c'était quoi ces choix de la part du sélectionneur danois à faire sortir Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard, enfin, je suis désolé, enfin, c'est ses meilleurs joueurs, il a fait sortir tous ses meilleurs joueurs, enfin, Ouais. pour faire rentrer Poulsen. La rencontre de Brest-White, elle est pas dégueulasse, honnêtement. Allez Mathieu, pour te motiver pour la finale, pour te motiver pour la mais finale, Mathieu, c'était on va c'est lancer bizarre. God Save the oui. Queen. On va lancer God Save the Queen sur The Extra Time. Mais en tout cas, je vous propose qu'on passe un peu à la finale quand même pour Oui. Totalement. parler un peu de la finale parce que bah quand même. Donc la finale entre deux équipes qui méritent leur place totalement. Alors, moi, arrivé en demi-finale, le Danemark me faisait plus peur que les deux autres demi-finalistes, tout simplement parce que je savais pas à quoi m'attendre.
Maintenant, c'est clair que l'équipe d'Italie me fait extrêmement peur quand on voit leur parcours jusqu'à présent. On sait que défensivement ils sont très solides. En fait, je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent un peu. C'est-à-dire que défensivement ils ont de très bons joueurs. Ils défendent extrêmement bien, mais après quand ça vient dans la surface de l'adversaire, bah ils ont tous les deux un peu de mal à finir. Euh, Leurs attaquants ils ont un peu de mal, et je pense que ça risque d'être une rencontre avec pas énormément de buts, mais avec beaucoup d'occasions. Alors moi, en vrai, si je dois un peu préanalyser cette rencontre, je pense que vraiment le rôle de Luke Shaw et de Kyle Walker, qui ont déjà été tellement importants pour cette équipe anglaise, bah risque d'être encore plus important pour cette rencontre, parce que honnêtement, sans Spinazzola, avec un Di Lorenzo qui a fait un bon Euro, mais qui commence un peu à physiquement être fatigué, et avec Sterling, et en plus de ça, s'il met Bukayo Saka, enfin, on sait pas qui l'alignera avec lui. Honnêtement, je pense que l'équipe d'Italie, elle va avoir beaucoup de mal à défendre sur les côtés. Et j'ai vraiment peur, qu'il y ait certaines fautes, qu'il y ait pas une provocation dans la surface. Tu vois, moi, je pense que ça pourrait arriver, un petit penalty par-là. Et enfin, le rôle, donc, du coup, le rôle des latéraux anglais va être super important. Et d'un autre côté, si on doit repartir sur les Italiens, alors, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les petits gabarits italiens face aux gros gabarits anglais, donc Harry Maguire, John Stones, etc. Et j'ai peur que du coup, les petits gabarits italiens, ils se fassent déplacer, mais que du coup, ça soit des erreurs techniques de la part des Anglais, parce que du coup, ça pourrait causer certaines fautes assez intelligentes pour les Italiens. Et du coup, là, je parle d'une rencontre comme si elle allait jouer seulement sur des fautes, mais aussi, faut aussi relativiser. Je pense qu'il y aura enfin, le milieu de terrain italien, il va quand même bien poser le jeu, et enfin, l'équipe anglaise, moi j'ai un peu peur pour le milieu de terrain anglais quand même, hein, parce que ça va être assez Ouais. dur pour eux de poser le jeu avec un pressing un peu intense comme ça. Moi, je vois pas cette équipe anglaise se détacher d'un pressing italien assez conséquent. Ouais, je pense que ça va être une bataille du milieu de terrain vraiment intéressante. Pour l'instant, le milieu italien, depuis le début de l'Euro, a montré sa supériorité, je pense. Maintenant, les deux équipes vont Ouais. s'affronter, donc forcément, on va voir ce que ça Bien va. sûr, bien sûr. On va voir ce que ça va donner au milieu de terrain, mais après, bon, voilà, c'est vrai que sur les petits gabarits, bon, ça peut provoquer des fautes, c'est vrai. Je pense vraiment enfin, les deux équipes se ressemblent en même temps parce que ils misent sur leur buteur, sur les ailiers en attaque. Ils ont un petit peu le même schéma. Ils ont une défense solide, hein, les deux équipes ont une défense solide. Ils ont une attaque qui est quasiment mise sur le même plan, hein. Ils jouent pareil en attaque. Maintenant, c'est le milieu de terrain qui est vraiment organisé différemment et qui a des joueurs avec des qualités différentes de part et d'autre. Et ça va vraiment être une confrontation exceptionnelle. Moi, je m'attends vraiment à une belle confrontation de style. Ensuite, le match qui se joue à Wembley, je pense qu'il y a deux choses. Ça va être une pression. Moi, je pense que c'est une pression supplémentaire pour l'Angleterre. J'en suis vraiment certain. Oui. Quand tu es là depuis 60 ans à attendre un titre, voire plus, tu attends un titre, tu es en finale pour la première fois depuis aussi extrêmement longtemps. Je pense vraiment que c'est une finale qui va mettre la pression à l'Angleterre aussi parce que l'équipe d'Angleterre, même si on l'oublie un petit peu, je trouve, depuis le début de l'Euro. Il faut savoir que parmi les bookmakers en Angleterre, l'Angleterre et la France partaient quasiment avec la même cote au départ sur les favoris. Donc l'équipe d'Angleterre était une équipe quasiment programmée pour aller en finale. En tout cas, ils savaient qu'ils étaient attendus et que le résultat, en tout cas, si c'était un quart de finale, c'était décevant. Demi-finale, ok. Finale, c'est pas un exploit pour l'Angleterre parce qu'ils étaient censés être là. L'Italie, c'est différent. L'Italie, ils ont l'occasion d'aller doucher les Anglais à Wembley. Ils étaient pas du tout programmés pour aller en finale. Les Italiens, on savait que c'était une bonne équipe. Enfin, en tout cas, les gens qui regardaient ça comme ça. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec cette équipe. Mais voilà, dans les cotes, quand on discutait, on savait que l'Italie avait fait une bonne phase de qualification, qu'elle n'avait pas perdu depuis longtemps. Mais bon, voilà, on se disait, c'est quand même pas du niveau d'une finale et on les voit pas gagner au bout. L'Italie, je vais pas dire qu'ils sont sans pression parce que quand t'es à 90 minutes ou 120 minutes de gagner une des plus belles compétitions qui existent sur la planète foot, évidemment que t'as la pression.
mais t'as une pression en moins parce que tu joues. Alors forcément, t'as pas le soutien de tes supporters, mais tu sais que c'est les mecs d'en face qui jouent devant leurs supporters, donc bon, ils ont un peu la pression. Et puis surtout, c'est un exploit pour les Italiens d'être en finale déjà. Donc je trouve qu'ils auront un petit peu moins de pression et peut-être qu'ils joueront plus libérés. En tout cas, s'il y a une seule chose que je retiendrai pour l'Italie pour cette finale, jouer comme vous avez joué les 80 premières minutes contre la Belgique. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est ce style de jeu qui vous a emmené en finale. C'est ce pourquoi Mancini est arrivé après la catastrophada de 2017 et l'élimination pour la Coupe du Monde. Voilà, l'équipe d'Italie a sa chance et je crois vraiment que c'est une équipe qui serait récompensée par le jeu qu'elle a proposé pendant cet Euro. Bien sûr, je souhaite bonne chance aux Anglais par sportivité et ils méritent leur place en finale, mais je trouve que l'Italie serait récompensée sur l'Euro qu'ils ont proposé. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est une anecdote. Apparemment, Carlo Ancelotti, avant, se serait confié à la Gazzetta dello Sport et aurait confié un peu ses prédictions pour l'Euro et aurait dit que la finale serait Angleterre-Italie. Et très fort. On se retrouve avec une finale Angleterre-Italie, c'est très très fort. Je vais vous dire quelque chose très vite fait avant que tu continues pour Antoine. Juste avant. On va bientôt. On a plus que 2 minutes, les gars, juste pour vous dire. Je très rapidement. Juste avant le début de l'Euro, mon père avait dit exactement la même chose. Donc très fort. Voilà. C'est ça, c'est incroyable. Bah écoute, ouais, bonne chance aux Anglais, bonne chance aux Italiens. Je pense que vous allez en avoir besoin. Et je pense qu'on va pouvoir partir sur notre sur nos pronos. En toute objectivité, on part sur les pronos avec l'hymne italien en fond. C'est parti, les gars. Alors forcément j'ai de la famille italienne, mais là aucun scrupule, je suis à 100% pour l'Angleterre. Juste pour Antoine, qui soutiendras-tu pour cette finale? La question, même si moi j'ai déjà ma réponse, je crois. Oui, moi je vais soutenir l'équipe d'Angleterre. Voilà, un grand fan, très grand fan. Même si je critique beaucoup, je suis un très grand fan. Bon, alors moi je vais dire une victoire 1-0 pour l'Angleterre. Au bout de 90 minutes, un but de Harry Kane qui viendra libérer les Anglais de ce fardeau de 55 ans. Et enfin, le peuple anglais sera réuni pour célébrer une première victoire en Europe. Je vais partir sur un 2-1 en prolongation. Pour l'équipe d'Angleterre. Ah bien. Eh bien, écoutez, moi je pense que c'est encore un match qui va aller en prolongation. Et un match serré, je pense qu'il va y avoir des buts. Et je vois 2-1 pour l'Italie. 2-1 pour l'Italie avec un but libérateur de Federico Chiesa, bien sûr, sur une passe longue de Leonardo Bonucci, un but 100% Juventino évidemment, même si le temps d'un Euro, je soutiens même les joueurs de l'Inter. Forza Nicolo Barella évidemment. Les gars, je crois que le deuxième but il sera pour Jack Grealish. Ouais, bien sûr, mais Jack Grealish se serait déjà fait couper les chevilles par Chiellini dès le début du match, donc ça c'est pas un problème. Bon les gars, je vous propose qu'on finisse là-dessus et que on se souhaite bonne chance pour cette finale de l'Euro. Ouais. Bonne chance à vous, bonne chance à toi. Ce sera un bon match. Moi je serais pour l'Angleterre, mais un bon match, ouais. On espère un bon match. Un très bon moment aussi. Évidemment. Bon bah les gars, merci. Un mot de fin de chacun. Un mot de conclusion et puis on y va, les gars, allez-y. Bah, it's coming out. Très simple. Et ben Forza Italia, andiamo. Et petite anecdote aussi, dimanche, l'Italie peut faire un truc incroyable. L'Italie va aller à l'assaut, à l'attaque de Londres. Pourquoi ? À 18h, je pense à peu près, il y a la finale de Wimbledon. Novak Djokovic, Matteo Berrettini. Première fois qu'un Italien va en finale de Grand Chelem depuis, il me semble, 1974, je crois, si je dis pas de conneries. Non, 1976. 1976, c'était Adriano Panatta qui était en finale d'un Grand Chelem. C'est Matteo Berrettini qui va affronter Novak Djokovic. La tâche est évidemment très très compliquée pour le joueur italien. Mais vous vous rendez compte, Wimbledon pour l'Italie, Wembley pour l'Italie, ça peut être un nouveau jour de fête nationale à Rome. Ça, je vous le dis. Je vous souhaite une très bonne finale de l'Euro à tous. Et ciao. Et vive le Brésil pour la Copa América. Ciao. Non, vive l'Argentine, come on. Tant qu'il n'y a pas d'Ibala, je m'en fous du match. Allez, ciao.